Du sang coulait de la tempe de Quam, inconscient sur le sol de la hutte nuptiale. Ses paupières tremblaient, prêtes à s'ouvrir. Zuri savait qu'à son réveil, tout serait perdu. Des larmes coulaient à flots sur son visage, emportant avec elles des décennies de mensonges soigneusement construits. À chaque larme, la poussière d'argile se dissolvait, révélant de profondes rides, une peau flasque, des taches sombres. Elle pressa ses mains tremblantes contre sa blessure, le suppliant désespérément de ne pas se réveiller encore. Pas maintenant, pas comme ça. Mais les yeux de Quam commencèrent à s'ouvrir lentement, d'abord dans le flou, jusqu'à se fixer sur le visage devant lui. Ce qu'il vit le fit reculer d'horreur, se traînant sur le sol de terre battue comme s'il était confronté à un esprit maléfique. La jeune femme radieuse qu'il avait portée dans ses bras quelques minutes auparavant avait disparu. À sa place, une vieille femme à la peau ridée et aux yeux cernés le fixait avec désespoir. Quam essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Un gémissement rauque de pure terreur lui échappa alors qu'il titubait vers la porte, tentant d'échapper au cauchemar qui aurait dû être la plus belle nuit de sa vie. Mais pour comprendre comment Zuri en est arrivé là, il faut remonter le temps. Très loin dans le passé. Zuri avait toujours été de ces femmes qui paralysaient le marché de Kumasi sur son passage. Les hommes laissaient tomber leurs paniers d'igname, les femmes murmuraient entre elles, dissimulant à peine leur envie, et même les enfants restaient bouche bée. Elle arpentait les rues de terre rouge avec l'allure d'une reine, sa robe en cara épousant parfaitement ses courbes, ses cheveux tressés en motifs complexes qui lui prenaient des heures à réaliser, et ce visage qui semblait sculpté par les dieux eux-mêmes. Une peau lisse et éclatante comme de l'ébène poli, des yeux en amande soulignés de col noir, des lèvres pulpeuses maquillées d'un pigment rouge extrait de graines de roucou, et des pommettes saillantes rehaussées d'une poudre dorée qui captait la lumière africaine d'une manière presque surnaturelle. Mais il y avait chez elle quelque chose qui intriguait tout le monde. Zuri n'était jamais vue sans maquillage. Pas même les matins de marché, quand les autres femmes avaient encore les yeux gonflés par le sommeil. Pas même lors des fêtes qui s'éternisaient jusqu'aux petites heures du matin, quand la sueur ruisselait sur les visages de tous les invités. Même les jours de pluie torrentielle où même les plus vaniteux renonçaient à soigner leur apparence, Zuri était toujours parfait, toujours impeccable, toujours maquillé. Des prétendants affluaient de tous les villages voisins. De riches marchands d'Accra offraient de généreuses dots d'or et de bétail. Des guerriers tribaux promettaient de la protéger au péril de leur vie. Même un prince d'une lignée lointaine avait envoyé des émissaires chargés de présents exotiques, ivoires et épices rares. Mais Zuri réservait une épreuve à chacun d'eux, une épreuve qu'aucun homme ne comprenait avant qu'il ne soit trop tard. Elle les observait, analysait leurs gestes, leurs paroles, la façon dont ils la regardaient lorsqu'ils pensaient qu'elle ne faisait pas attention. Et puis, toujours, inévitablement, le moment arrivait. Le moment où il demandait à voir son vrai visage. Il y avait Jabari, le marchand de tissus de Lagos, qui l'invita à dîner sous les étoiles. Ils partagèrent du vin de palme et des histoires jusqu'à tard dans la nuit, et lorsque la lune fut haute dans le ciel, Zuri feignit de s'endormir dans ses bras, encore maquillée. Jabari la regarda dormir quelques minutes, puis commença doucement à lui caresser le visage du bout des doigts, essayant d'enlever un peu de poudre dorée. Elle sentit son contact, bien sûr, elle était parfaitement éveillée. Mais elle ne bougea pas. Le lendemain, lorsqu'il lui suggéra en plaisantant qu'elle n'avait pas besoin d'autant de maquillage, que sa beauté naturelle suffisait, Zuri sourit poliment, le remercia pour le dîner et ne répondit plus jamais à ses messages. Il lui envoya des cadeaux, des lettres, alla même jusqu'à se présenter à sa porte en personne. Mais pour Zuri, il était mort. Jabari avait échoué. Puis arriva Tandiou, le jeune et robuste pêcheur du lac Victoria, qui l'invita à se baigner dans les eaux cristallines au coucher du soleil. Zuri refusa poliment, disant qu'elle n'aimait pas l'eau. Il insista, plaisanta et tenta, sur un ton enjoué, de l'entraîner au loin. Elle résista fermement, mais il ne perçut pas la gravité de son regard. Lorsqu'il la tira enfin vers le lac, mouillant le bas de sa robe, Zuri se dégagea avec une force surprenante et s'éloigna sans se retourner. Tandiou cria des excuses, courut après elle, implora son pardon. Mais il était trop tard. Il avait tenté de la démasquer, même sans le savoir. Et cela était impardonnable. Il y en avait des dizaines d'autres. Le professeur d'université qui avait demandé à la voir sans maquillage, car il voulait connaître la vraie Zuri. Le musicien qui avait composé une chanson sur la beauté naturelle et la lui avait dédiée lors d'un concert. Le jeune fermier qui lui avait innocemment suggéré de dépenser sans compter en cosmétiques, affirmant qu'il l'aimerait tout autant sans. Tous disparurent de la vie de Zuri dès qu'ils franchirent cette ligne invisible. Certains étaient perplexes, d'autres irrités, certains l'accusaient même d'être superficielle, vaniteuse, impossible à satisfaire. Mais aucun ne comprenait la vérité. Pour Zuri, le maquillage n'était pas de la vanité. C'était une question de survie. C'était son identité.
C'était le seul rempart entre elle et un abîme de solitude et de rejet qu'elle avait juré de ne plus jamais affronter. Si vous vous demandez comment cette histoire se termine, sachez que vous ne l'oublierez jamais. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne. Nous visons les 1000 abonnés et chacun d'entre vous compte. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous connaissez quelqu'un d'aussi obsédé par son apparence, car cette histoire vous fera réfléchir. La chambre de Zuri, dans sa petite maison perchée sur les hauteurs de Kumasi, était un véritable sanctuaire dédié à la beauté. Des étagères en bois sculpté à la main exposaient des centaines de petits pots en terre cuite, chacun renfermant un pigment différent, poudre dorée extraite de mica broyé, rouge éclatant issu de graines de roku, noir profond de charbon de bois pulvérisé mélangé à de l'huile de karité, et argile blanche des berges pour illuminer le contour des yeux. On y trouvait aussi des pinceaux en poils d'animaux, des éponges naturelles rapportées du rivage, de petits miroirs encadrés de bronze et un grand bassin d'eau toujours fraîche pour mélanger les couleurs. Chaque matin, Zuri se levait avant l'aube et passait au moins 2 heures devant cet hôtel de beauté. Elle appliquait couche après couche une base d'argile mélangée à des huiles, attendant que chacune sèche avant d'appliquer la suivante. Elle traçait des lignes précises de colle autour de ses yeux, les prolongeant jusqu'à ses tempes selon des motifs géométriques traditionnels. Elle enduisait ses lèvres d'un mélange de cire d'abeille et de pigments rouges jusqu'à ce qu'elles brillent comme des rubis. Et enfin, la touche finale, une légère couche de poudre dorée qui donnait à sa peau un aspect illuminé de l'intérieur, comme si elle portait le soleil africain dans ses veines. Mais le rituel ne s'arrêtait pas au matin. Durant la journée, Zuri emportait avec elle une petite trousse en cuir contenant le nécessaire pour les retouches. Toutes les quelques heures, elle trouvait un endroit discret, un coin ombragé du marché, les toilettes d'un restaurant, même derrière un arbre sur le chemin du retour, et réappliquait méticuleusement plusieurs couches de maquillage, corrigeant les imperfections invisibles, veillant à ce que le masque reste intact. Le soir, avant de se coucher, elle ne se démaquillait jamais. Jamais. Au lieu de cela, elle essuyait délicatement l'excédent avec de l'huile de coco, puis réappliquait une version plus légère, juste assez pour que, si quelqu'un la voyait dormir, il puisse encore apercevoir son visage parfait, l'illusion préservée. Parfois, dans le calme du petit matin, Zuri s'asseyait devant le miroir, une simple bougie allumée à la main. Elle scrutait son reflet, traçant les contours de son visage du bout des doigts, murmurant à la femme dans le miroir, « C'est toi qu'ils aiment. C'est toi qui as le pouvoir. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je redeviens cette fille abandonnée, rejetée, jetée comme un déchet. » Ses amis plaisantaient sur son obsession. « Zuri, un jour on t'enterrera avec tout ce maquillage, » riait-il. Et Zuri riait avec eux, mais au fond d'elle, l'idée que quelqu'un puisse voir son vrai visage, même après sa mort, la terrifiait. Car elle connaissait la vérité. Sous toute cette beauté soigneusement construite, sous les couches d'argile et de poussière d'or, sous l'illusion devenue sa réalité, se cachait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais laisser paraître. Jamais. Puis Kwam apparut. Il était différent dès le premier instant. Plus âgé que la plupart des prétendants, peut-être la quarantaine, il commençait à grisonner ses tempes et de fines rides se dessinaient autour de ses yeux lorsqu'il souriait. Kwam n'était pas riche comme les marchands venus d'Accra. Il était menuisier, un artisan respecté qui créait des meubles et des sculptures sur bois d'une telle beauté que des gens venaient de villages reculés pour lui passer commande. Ses mains étaient calleuses et vernies, mais elles dégageaient une douceur, une capacité à créer la beauté avec patience et dévouement que Zuri reconnaissait comme une qualité rare. Lorsque Kwam aperçut Zuri pour la première fois au marché, il ne la dévisagea pas comme les autres hommes. Il ne laissa pas tomber ce qu'il portait ni ne murmura de commentaires vulgaires à ses amis. Il se contenta de l'observer un instant, hocha la tête respectueusement et poursuivit son chemin. Ce geste intrigua Zuri bien plus que n'importe quel compliment extravagant. La semaine suivante, Kwam retourna au marché et acheta des légumes à l'étal voisin de celui de Zuri. Il bavarda avec le vendeur de la météo, des récoltes et de choses banales. Mais Zuri remarqua qu'il la regardait de temps à autre, non pas avec concupiscence ou fascination, mais par simple curiosité. La 3e semaine, il se décida enfin à l'aborder. Il lui apporta une petite sculpture en bois, un oiseau aux ailes déployées, si finement sculpté qu'il semblait prêt à s'envoler. Il la lui offrit sans cérémonie, sans promesse grandiose. Il lui dit simplement qu'il l'avait fabriquée et qu'il pensait qu'elle pourrait lui plaire. Puis il partit avant qu'elle ait pu le remercier comme il se doit. Les mois qui suivirent furent différents de tout ce que Zuri avait jamais connu. Kwam la courtisa lentement, avec la patience d'un artisan. Il l'invitait à des promenades au coucher du soleil dans les collines, où ils parlaient de leurs rêves et de leurs peurs tandis que le ciel se teintait d'orange et de violet. Il l'emmenait dans son petit atelier, où l'odeur du bois frais et de la sueur créait une atmosphère réconfortante, et lui montrait les pièces sur lesquelles il travaillait, lui expliquant chaque détail avec une passion authentique. Il partageait des repas simples, du fufu à la soupe aux cacahuètes, du poisson grillé avec des bananes plantain frites, du riz jollof parfaitement assaisonné.
Et pendant tout ce temps, Kwam ne lui demanda jamais, pas une seule fois, de la voir sans maquillage. Il ne lui fit jamais de remarques sur son maquillage. Il ne chercha jamais à la toucher de façon intrusive ni à commenter ses habitudes de beauté. Il acceptait simplement Zuri telle qu'elle était, se concentrant sur sa personnalité, ses idées, ses rêves, son humour mordant. Avec Kwam, Zuri commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des décennies, la sécurité. Elle n'avait plus besoin d'être constamment sur ses gardes, de le tester, d'attendre son échec. Kwam semblait sincèrement désintéressé en apparence, mais fasciné par elle en tant que personne. Il s'enquérait de son enfance, de ses projets d'avenir, de ses opinions politiques et traditionnelles. Il écoutait ses réponses avec une attention totale, posant des questions qui montraient qu'il comprenait vraiment ce qu'elle disait. Et lentement, dangereusement, Zuri laissa son cœur s'ouvrir. Elle commença à imaginer un avenir avec cet homme. Un foyer. Peut-être même des enfants, même si c'était une complication qu'elle préférait ne pas trop envisager. Une vie où elle pourrait enfin se reposer, où elle n'aurait plus besoin de tester et de rejeter les prétendants, où elle pourrait simplement exister aux côtés de quelqu'un qui l'accepterait telle qu'elle était. Quand Kwam lui demanda enfin sa main, ce fut d'une manière si caractéristique que Zuri sut instantanément qu'elle dirait oui. Il ne loua pas de restaurant chic ni n'engagea de musicien. Au lieu de cela, il sculpta une bague dans du bois d'ébène poli, si lisse et parfait qu'elle semblait faite d'une pierre précieuse. À l'intérieur, il avait gravé de minuscules mots que l'on ne pouvait lire qu'à la lumière. « Zuri, tu es la force dont j'ignorais avoir besoin. Épouse-moi. » Elle tenait la bague de ses mains tremblantes, les larmes aux yeux, qu'elle retenait soigneusement pour ne pas abîmer son maquillage. Et elle dit oui. Elle dit oui sans hésiter, sans faux-semblant, sans épreuve. Parce qu'elle croyait, sincèrement, avoir enfin trouvé l'homme qui ne la décevrait jamais. Maintenant, écoutez attentivement car l'histoire prend une tournure inattendue. Les préparatifs du mariage occupèrent les semaines suivantes. Toute la communauté de Kumasi semblait y participer. Les femmes âgées conseillaient Zuri sur les devoirs d'une épouse, bien qu'elle fût assez âgée pour être grand-mère pour certaines d'entre elles, un détail qui ne sembla surprendre personne. Les hommes aidèrent Kwam à agrandir sa maison pour accueillir sa nouvelle épouse. Des enfants couraient dans les rues, brandissant des invitations faites main. Et Zuri, bien sûr, avait planifié chaque détail de son apparence pour le grand jour. Elle avait commandé une robe spéciale, un tissu ankara au motif or et rouge qui semblait capturer l'essence du feu. Elle avait prévu un maquillage encore plus élaboré que d'habitude, avec des motifs tribaux peints sur ses tempes et le long de sa mâchoire, chaque ligne symbolisant la prospérité, la fertilité et la protection. Et elle répétait en secret comment elle garderait son masque intact tout au long de la cérémonie et de la nuit qui suivit. Car Zuri savait, au fond de son cœur endurci, que si Kwam découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Comme toujours. Le jour du mariage se leva sous un ciel d'un bleu immaculé, le soleil africain brillant d'une telle intensité qu'il faisait vibrer l'air. La cérémonie se déroula au cœur du village, sous un grand baobab d'au moins 500 ans, témoin silencieux de générations d'union. Zuri sortit de sa maison telle une apparition, chaque pas calculé pour un impact visuel maximal. Sa robe ondulait autour d'elle comme des flammes liquides. Ses tresses étaient ornées de perles d'or et de coquillages rapportés de la côte. Et son visage, ce visage, était maquillé avec une telle perfection que l'on murmurait qu'elle devait avoir du sang divin dans les veines. « Comment est-il possible d'être aussi parfaite ?» murmuraient les femmes. « Les dieux ont dû bénir cette union », disaient les anciens. Même les enfants gardaient un silence respectueux, sentant qu'ils étaient en présence de quelque chose d'extraordinaire. Kwam attendait sous le baobab, vêtu d'un habit traditionnel quant aux nuances de bleu et de blanc, le visage illuminé par un sourire radieux. Lorsque Zuri s'approcha, il lui tendit la main, qu'elle prit, ressentant la force et la stabilité de ses doigts calleux. Le chef du village officia la cérémonie, invoquant les ancêtres pour qu'ils bénissent leur union, versant des libations sur le sol tout en récitant d'anciennes prières. Kwam et Zuri répétèrent leurs vœux, la voix ferme et claire. Ils échangèrent des anneaux, le sien en argent simple, le sien en ébène poli sculpté par lui. Et lorsque le chef les déclara mari et femme, la foule explosa de joie. Les tambours se mirent à battre des rythmes effrénés. Les femmes hurlèrent de joie. Les hommes débouchèrent des bouteilles de bière de maïs et de vin de palme. Les enfants couraient en rond, riant et criant. Et Zuri, au centre de toute cette effervescence, souriait, mais intérieurement, une partie d'elle se préparait déjà à ce qui allait suivre. La fête se prolongea tard dans la nuit. Des tables improvisées étaient dressées, croulant sous les mets, chevreaux rôtis, poulet au piri-piri, montagnes de riz jollof, bananes frites, ignames bouillis, salade de tomates et d'oignons, et douceur à base de noix de coco et de miel. On mangeait à satiété, puis on dansait jusqu'à ce que la faim nous reprenne et qu'on revienne se servir.
Des musiciens jouaient des instruments traditionnels, mbira, kora et djembé, faisant vibrer le sol. Et pendant tout ce temps, Kwam ne quittait pas Zuri des yeux. Il la contemplait avec une adoration sans bornes, comme un homme incrédule face à sa propre chance. Il lui tenait la main dès qu'il le pouvait, lui volait des baisers furtifs quand il pensait être à l'abri des regards, et lui murmurait à l'oreille combien il avait hâte de commencer leur vie ensemble. Et Zuri lui rendit l'appareil, souriant, riant, dansant dans ses bras, mais toujours, avec une partie de son esprit surveillant son visage, veillant à ce qu'aucune goutte de sueur n'emporte la poussière, qu'aucun contact imprudent ne vienne brouiller les lignes parfaites. Alors que la nuit avançait et que la lune s'élevait dans le ciel, les invités commencèrent à prendre congé. Les anciens offrirent leur dernière bénédiction. Les femmes enlacèrent Zuri et lui murmurèrent leurs derniers conseils à l'oreille. Les hommes tapotèrent l'épaule de Kwam et firent des plaisanteries qui le firent rougir. Puis, enfin, alors que la dernière personne s'en allait et que le silence s'abattait sur le village, Kwam prit la main de Zuri et la guida vers leur maison. Leur maison désormais. Le cœur de Zuri battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Elle avait préparé ce moment. Elle l'avait répété mentalement des dizaines de fois. Mais maintenant qu'il se produisait, une peur l'envahit d'une manière inattendue. Et si cette fois était différente? Et si, avec Kwam, elle pouvait enfin baisser sa garde? Mais dès que cette pensée lui vint à l'esprit, elle la rejeta. Non. Jamais. La règle était absolue. Personne ne voyait son vrai visage. Personne ne connaissait son secret. Peu importe combien elle aimait Kwam, certaines portes devaient rester fermées à jamais. Ils entrèrent dans la maison et Kwam referma la porte derrière eux. L'intérieur était éclairé par des dizaines de bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de terre. Le lit était fait de draps frais et parsemé de pétales de fleurs. Un parfum d'encens de santal flottait dans l'air. Kwam se tourna vers Zuri, les yeux brillants à la lueur des bougies, et lui adressa ce doux sourire qui avait conquis son cœur. « Enfin, murmura-t-il. Enfin, nous sommes seuls. » Il se pencha vers elle, ses mains se posant sur sa taille, l'attirant contre lui. Zuri se laissa aller un instant dans ses bras, savourant la chaleur de son corps, le parfum de sa peau, la force de ses muscles. Kwam inclina la tête pour l'embrasser, mais Zuri, instinctivement, détourna légèrement le visage, offrant le coin de ses lèvres plutôt que ses lèvres pleines, un geste subtil qu'elle avait perfectionné au fil des ans pour éviter que le rouge à lèvres ne se dépose. Kwam ne sembla pas s'en apercevoir. Il rit, d'un rire grave et joyeux, puis, dans un mouvement surprenant, il la souleva du sol et la porta dans ses bras vers le lit. Zuri laissa échapper un cri de surprise qui se mua en rire. Mais même en riant, même en le laissant la porter, elle était consciente de chaque point de contact entre leurs corps, en particulier là où ses doigts effleuraient son visage. Elle ajustait subtilement sa tête, se reculant légèrement chaque fois qu'il s'approchait trop, maintenant une distance de sécurité entre sa peau et le masque soigneusement appliqué. Kwam, perdu dans son propre bonheur de jeune marié, ne remarqua pas cette subtile chorégraphie. Il se contenta de rire, la faisant tournoyer dans la pièce, faisant vaciller les bougies au rythme de ses mouvements. « Cette nuit est à nous, » dit-il, la voix pleine de joie et d'impatience. « J'ai tellement attendu ce moment. Et rien d'autre ne compte maintenant. Rien d'autre. » Et puis, ce fut le drame. Le pied de Kwam s'accrocha au bord du lourd tapis qui recouvrait une partie du sol en terre battue. Son équilibre, déjà précaire sous le poids de Zuri, bascula brutalement. Il tituba, tentant de se rattraper, mais le poids et l'élan étaient trop importants. Ils chutèrent, non pas ensemble, mais dans un chaos indescriptible. Instinctivement, Kwam lâcha Zuri pour amortir sa chute, mais il était trop tard. Sa tête heurta violemment le coin d'une table basse en bois qu'il avait fabriquée lui-même, un bruit sec et horrible résonnant dans le silence de la nuit. Son corps tressaillit une fois, puis resta immobile sur le sol. Un mince filet de sang commença à suinter d'une fissure à sa tempe, tachant la terre battue sous lui. Pendant un instant qui lui parut une éternité, Zuri resta figé, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Ses yeux étaient rivés sur le corps inerte de Kwam, sur le sang qui s'étendait lentement, sur les bougies qui continuaient de brûler comme si de rien n'était, comme si le monde ne venait pas de se briser en 1000 morceaux. Soudain, la réalité la frappa de plein fouet. Elle se jeta à terre près de lui, les mains tremblantes, et lui toucha le visage, le cou, cherchant un pouls, le moindre signe de vie. « Kwam » murmura-t-elle, la voix brisée. « Kwam, réveille-toi. Je t'en prie, réveille-toi. » Elle pressa ses mains contre la plaie à sa tête, essayant d'arrêter le sang qui continuait de couler entre ses doigts. Des larmes se mirent à couler avant qu'elle ne puisse les retenir, des larmes brûlantes et désespérées qui ruisselaient sur son visage, emportant avec elle la poussière dorée, l'argile appliquée avec soin, les pigments qu'il lui avait fallu des heures pour mélanger à la perfection. Zuri ne s'en aperçut pas tout de suite. La panique la consumait,
le besoin de réveiller Quam, d'annuler ce qui s'était passé. « Mon Dieu, je vous en prie » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Pas ce soir. Pas maintenant. Ne me l'enlevez pas. Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas me retrouver seule. » Les larmes coulaient de plus en plus vite, ruisselant sur son cou, tachant sa robe de mariée, formant de petites flaques sur le sol. À chaque larme, le masque se dissolvait un peu plus. Des lignes sombres commencèrent à apparaître là où la base d'argile s'était liquéfiée. Des zones de peau plus foncées, marquées par le temps, devinrent visibles sous la poudre qui s'écoulait. Les rides autour de ses yeux, soigneusement comblées et dissimulées par le maquillage, commencèrent à se révéler, profondes et indéniables. Mais Zuri ne voyait rien de tout cela. Pour la première fois depuis des décennies, son propre visage était le cadet de ses soucis. Il n'y avait plus que Quam et la terreur de le perdre. Et puis, finalement, Quam gémit. Un son faible et confus. Ses doigts tressaillirent. Ses paupières se mirent à trembler. Zuri ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit s'effondrer. « Dieu merci » murmura-t-elle en se penchant plus près, prenant son visage entre ses mains ensanglantées. « Tu vas bien. Tu vas t'en sortir. » Les yeux de Quam s'ouvrirent lentement, d'abord confus, clignant des yeux à la lueur des bougies. Il leva les yeux vers le visage affaissé sur lui, et pendant un instant, son expression fut simplement confuse, cherchant ses repères. Puis sa vision se clarifia. Il vit réellement ce qui se trouvait devant lui. Et tout le sang se retira de son visage. Les yeux de Quam s'écarquillèrent sous le choc. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il resta là, figé, incapable de comprendre l'image qui se déroulait sous ses yeux. La femme qu'il avait portée dans ses bras quelques minutes auparavant, la déesse radieuse qu'il avait épousée sous le baobab, avait disparu. À sa place se tenait un visage inconnu. De profondes rides sillonnaient son front jusqu'à son menton. Sa peau, où la poussière d'or s'était complètement dissoute, était sombre et tachetée, marquée par des décennies d'exposition au soleil. Ses yeux, toujours les mêmes, étaient désormais cernés de paupières tombantes et de pattes d'oie si profondes qu'elles semblaient gravées dans la chair. Sa bouche, privée de son rouge éclatant, laissait apparaître des lèvres fines et décolorées. Et son cou, oh, ce cou! Il était ridé et flasque, sa peau pendante d'une manière qu'aucun maquillage n'aurait pu dissimuler s'il y avait prêté attention. « Quoi » commença Quam d'une voix rauque et tremblante. « Qu'est-il arrivé à ton visage ? Qui es-tu » Zuri recula comme si elle avait reçu une gifle. Ses mains se portèrent instinctivement à son visage, et c'est alors qu'elle le sentit. L'humidité là où il aurait dû y avoir de la poudre sèche. La texture rugueuse là où il aurait dû y avoir de la douceur. La peau nue, exposée, vulnérable. L'horreur la submergea comme une vague glacée. « Non » murmura-t-elle. « Non, non, non. » Elle toucha ses joues, son front, ses tempes, et confirma le pire. Le maquillage avait fondu. Des années, des décennies d'un secret soigneusement gardé, anéanti en quelques minutes par des larmes involontaires. Elle couvrit son visage de ses deux mains et se dégagea de l'étreinte de Quam, un sanglot étouffé lui échappant. Quam tenta de se redresser, la main sur sa blessure à la tête. Il tituba, encore étourdi par sa chute, mais ses yeux restèrent fixés sur Zuri. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, comme s'il espérait que sa vision se modifie, que l'illusion revienne. Mais plus il la regardait, plus la réalité se matérialisait devant lui. Ce n'était pas un jeu de lumière. Ce n'était pas la commotion cérébrale qui lui faisait voir des choses. La jeune femme radieuse qu'il avait épousée, celle qu'il croyait avoir une vingtaine d'années, s'était transformée sous ses yeux en une femme qui paraissait assez âgée pour être sa mère, voire sa grand-mère. Comment parvint-il enfin à articuler d'une voix rauque et murmurante? Comment est-ce possible? Quel âge as-tu? Tu n'es pas la même personne. Zuri garda le visage enfoui dans ses mains, des larmes coulant encore entre ses doigts, dernier vestige du masque qui avait été son identité pendant si longtemps. Quam se leva lentement, la main sur la tête, le corps tremblant sous l'effet d'une douleur physique et d'un choc émotionnel mêlé. Il s'appuya contre le mur, incapable de détourner le regard. « Réponds-moi » exigea-t-il, sa voix reprenant de la force malgré le tremblement persistant. « Quel genre de sorcellerie est-ce là? Qui es-tu vraiment » Zuri baissa lentement les mains, dévoilant enfin le visage qu'elle avait dissimulé pendant des décennies. Les larmes avaient presque entièrement effacé son maquillage, ne laissant que quelques taches de pigmentation éparses. Elle regarda Quam à travers ses yeux gonflés et rouges et il eut ce qu'elle avait redouté toute sa vie. Le dégoût, l'horreur, la trahison. « C'est moi » murmura-t-elle. « C'est toujours moi, Quam. Je suis toujours Zuri. » Mais la façon dont il se recula, se plaquant contre le mur comme s'il voulait le traverser et s'enfuir, montra clairement qu'il n'y croyait pas. « Non »
dit-il en secouant violemment la tête. Non. La femme que j'ai épousée avait 25 ans. Elle était jeune, belle, parfaite. Toi, tu le es. Balbutia-t-il. Tu as l'air plus vieux que ma mère. Comment est-ce possible? Dis-moi la vérité. Zuri rampa quelques centimètres vers lui, les mains tendues, suppliantes. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, Kwam, ne pars pas. Écoute-moi. Mais Kwam se dirigeait déjà vers la porte, son instinct lui criant de quitter cette maison, d'échapper à cette situation inextricable. Ses doigts se portèrent à la poignée en bois. Zuri se jeta en avant avec une rapidité surprenante pour quelqu'un de son apparence, s'accrochant à sa jambe. Ne me quitte pas, supplia-t-elle, la voix brisée par les sanglots. Pas ce soir. Pas comme ça. Je peux tout expliquer, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Kwam baissa les yeux vers la femme accrochée à sa jambe et dut lutter contre l'envie de reculer de dégoût. Son esprit était en plein chaos, tentant de concilier l'image qu'il avait en tête avec la réalité qui se déroulait sous ses yeux. Il ferma les yeux un long moment, respirant profondément, tentant de se calmer. Lorsqu'il les rouvrit, une détermination forcée brillait dans son regard. « Très bien, » dit-il d'une voix contrôlée mais froide. « Très bien. Explique-toi. Dis-moi ce qui se passe. » Mais, et il se dégagea brusquement, la forçant à lâcher sa jambe, « Dis-moi toute la vérité. Plus de mensonges. Plus de secrets. » Zuri était assise par terre, là où il l'avait laissée, sa robe de mariée tachée de terre et de larmes, son corps tremblant. Elle s'essuya le visage du revers de la main, révélant encore davantage les rides de sa peau, puis commença à parler. Sa voix était basse, presque un murmure, mais dans le silence de la pièce, chaque mot résonnait comme le tonnerre. « Tout a commencé quand j'avais 35 ans, dit-elle. C'était il y a très longtemps. J'étais fiancée à un homme que j'aimais plus que tout. On pensait se marier, on avait même choisi la date, on planifiait déjà notre avenir ensemble. Mais il a rencontré une autre femme. Plus jeune. Avec une peau plus lisse, un sourire plus éclatant. Et il m'a quitté. Il m'a tout simplement quitté, comme si nos années ensemble n'avaient rien signifié. Sa voix se brisa et elle eut besoin d'un instant pour se ressaisir. Je me suis effondrée, Kwam. Complètement. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus dormir. J'ai pleuré jusqu'à épuisement de mes larmes, et puis j'ai encore pleuré. Je pensais mourir de chagrin. Je souhaitais être morte. Kwam se tenait près de la porte, observant, son expression indéchiffrable. Un soir, poursuivit Zuri, je suis allée me promener. Je ne savais pas où j'allais, j'avais juste besoin de m'évader, d'échapper à la douleur. Je me suis éloignée du village, vers les collines, là où les arbres sont denses et où l'on s'aventure rarement. Et c'est là que je l'ai trouvée. Une femme. Une vieille femme. Elle était assise sous un arbre mort, entourée de petits pots et de sacs. Quand elle m'a vue, elle a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était un sourire qui en savait long, qui me perçait à jour. Le regard de Zuri se perdit dans ses souvenirs. Elle m'a demandé pourquoi je pleurais. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je lui ai tout raconté. Mon fiancé, la trahison, mon sentiment d'invisibilité et de nullité. Elle m'a écouté, hochant la tête, puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'offrir un cadeau. Une poudre spéciale, faite d'argile des montagnes sacrées, mélangée à des herbes qui ne poussent que sous la pleine lune, et à autre chose, quelque chose qu'elle n'a pas nommé. Elle a dit que si j'appliquais cette poudre chaque jour, je conserverais ma jeunesse. Aucun homme ne me quitterait plus jamais car je serais éternellement belle, éternellement désirable. Quoi m'a finalement parlé, sa voix rauque. De la sorcellerie. Oui, acquiesça Zuri, les yeux rivés au sol. De la magie noire. De la sorcellerie. Appelez ça comme vous voulez. Je savais que c'était mal. Ma grand-mère m'avait mise en garde contre les femmes de ce genre, contre les cadeaux qui cachaient un prix. Mais j'étais si brisée, si désespérée de ne plus jamais ressentir cette douleur, que j'ai accepté. J'ai pris sa poudre, et depuis ce jour, je l'utilise chaque jour de ma vie. Et ça marche? Demanda Kwam, bien que la réponse fût évidente. Regarde-toi. Sans la poudre, tu es. Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. J'ai 100 ans, dit Zuri d'une voix douce. Kwam sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Il tituba, contraint de s'agripper au mur. C'est impossible. Impossible. Mais je suis là, dit Zuri en ouvrant les bras, dévoilant son corps fragile et vieilli. Voilà qui je suis. Voilà la vérité que j'ai cachée pendant 65 ans. La poudre me permet de paraître jeune, mais seulement tant que je l'utilise. Si j'arrête, si on me l'enlève, mon véritable âge est révélé.
Et si vous vous demandez comment son histoire en est arrivée là, restez jusqu'au bout, car la suite va vous retourner le cerveau. Et si vous appréciez, n'hésitez pas à commenter ci-dessous ce que vous pensez qu'il va se passer, car vos interactions contribuent à la croissance de la chaîne. Kwam glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, la tête entre les mains. 100 ans, répéta-t-il comme pour tester ses mots. Tu as 100 ans. J'ai épousé une femme de 100 ans. Il se mit à rire, d'un rire hystérique et déchirant. Je suis un imbécile. Un imbécile complet. Non, dit Zuri en rampant vers lui. Non, tu n'es pas un imbécile. Je t'ai trompé. Je t'ai menti, à toi, à tout le monde. Mais mes sentiments étaient réels, Kwam. Mon amour pour toi est réel. De l'amour. Il la regarda d'un air dur. Comment peux-tu appeler ça de l'amour alors que tout était bâti sur un mensonge? Je ne sais même pas qui tu es. La femme que j'aimais n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Elle existe, insista Zuri, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. C'est moi. Tout ce que tu savais de moi, ma personnalité, mes rêves, mes espoirs, tout cela est réel. La seule chose qui était fausse, c'était mon visage. Kwam secoua lentement la tête. Non. Ce n'est pas seulement le visage. C'est la confiance. C'est l'honnêteté. C'est savoir que la personne à côté de soi est bien celle qu'elle prétend être. Tu m'as tout pris. Il se leva, reculant d'un pas tandis que Zuri tentait de lui toucher le bras. Et les autres hommes? Demanda-t-il soudain. Tu as dit en avoir eu d'autres avant moi. Ont-ils découvert la vérité, eux aussi? Zuri hésita, et dans cette hésitation, Kwam perçut la vérité. Combien? Demanda-t-il. Combien d'hommes as-tu trompé avant moi? Beaucoup, admit-elle doucement. Pendant des décennies. Mais je ne me souciais pas vraiment d'eux. Je les ai utilisés, testés, jetés quand ils ont essayé de voir mon vrai visage. Mais toi, Kwam, tu étais différent. Avec toi, je suis vraiment tombée amoureuse. Avec toi, j'ai cru que je pourrais peut-être avoir une vraie vie. Mais tu as quand même menti, dit Kwam, la voix brisée. Même si tu m'aimais, tu ne m'as jamais assez fait confiance pour me dire la vérité. Je ne pouvais pas, murmura Zuri. J'avais trop peur. Peur que tu fasses exactement ce que tu fais maintenant. Me regarder avec dégoût, me rejeter, me laisser seule à nouveau. Alors tu as choisi de me tromper, répondit Kwam. Tu as choisi de bâtir notre mariage sur des sables mouvants, sachant qu'un jour tout s'effondrerait. Comment pensais-tu que ça finirait, Uri? Croyais-tu vraiment pouvoir maintenir ce mensonge éternellement? Je ne sais pas, admit-elle en se couvrant de nouveau le visage. Je ne pensais pas à l'avenir. Je voulais juste être avec toi. Je voulais juste être aimée, même si ce n'était qu'une illusion. Kwam resta longtemps silencieux, absorbé par ses pensées. Sa blessure à la tête avait cessé de saigner, mais la douleur lancinante résonnait à chaque battement de son cœur. Ou peut-être était-ce la douleur dans sa poitrine qu'il ressentait, la sensation de son cœur se brisant en 1000 morceaux. Il contempla la maison qu'il avait si soigneusement préparée pour sa nouvelle épouse. Les bougies brûlaient encore, les pétales de fleurs jonchaient le lit, tout était prêt pour une nuit d'amour et de fête. Et maintenant, tout cela lui semblait une cruelle plaisanterie, une mascarade élaborée dont il était le seul à ignorer les grandes lignes. Il y a une règle, dit soudain Zuri d'une voix si basse que Kwam l'entendit à peine. Une règle que l'aîné m'a donnée en même temps que la poussière. Je ne dois jamais pleurer pour personne. Quoi qu'il arrive, je dois retenir mes larmes. Car les larmes emporteraient la poussière et révéleraient la vérité. Et tu as enfreint cette règle, dit Kwam. Pour moi. Quand j'ai cru te perdre, expliqua Zuri, les larmes coulant à nouveau librement, je n'ai pas pu me retenir. Pour la première fois en 65 ans, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré parce que je ne supportais pas l'idée de te perdre. Et ce faisant, j'ai tout perdu de toute façon. Le silence s'étira entre eux, lourd et suffocant. Puis Kwam prit la parole, et ses mots étaient comme des couteaux. Je dois partir d'ici. Non, Zuri rampa jusqu'à lui, agrippant le bas de ses vêtements. S'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça. On peut, la coupa-t-il. Arranger ça? Comment? Tu veux que je fasse comme si je n'avais rien découvert? Que je continue à vivre avec toi en sachant que tout est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge, insista-t-elle désespérément. Mon amour est réel. J'ai besoin de toi. Mais tu n'es pas réel, dit Kwam, et les mots sortirent avec plus de cruauté qu'il ne l'avait voulu. Tu es une illusion. Une sorcière. Un piège. Et j'ai été assez naïf pour y croire. Il se dirigea de nouveau vers la porte, déterminé cette fois. Zuri le suivit en trébuchant, sa voix s'élevant dans la panique. Si tu franchis cette porte, je vais mourir.
La poussière est brisée maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Mon âge véritable me rattrape. Qu'il en soit ainsi, dit Quam, et même en prononçant ces mots, il les haïssait, se haïssait de les avoir prononcés. Mais la douleur était trop grande. La trahison trop profonde. Il ne pouvait plus penser clairement, il ne ressentait que le besoin urgent de fuir, de prendre ses distances avec cette situation impossible. Quam, s'il te plaît, supplia Zuri en tombant à genoux. Je sais que j'ai fait quelque chose de terrible. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais ne me laisse pas mourir seule. Pas ce soir. Pas comme ça. Quam s'arrêta, la main sur la poignée. Il ne se retourna pas. Une partie de lui, celle qui se souvenait encore de l'amour qu'il lui portait une heure auparavant, le suppliait de rester, de la réconforter au moins dans ses derniers instants. Mais l'autre partie, blessée et trahie, ne supportait pas la vue de cette vieille femme qui lui avait volé des mois de sa vie, qui avait bâti tout un mariage sur des mensonges. « Je ne peux pas », finit-il par dire, la voix brisée. « Je suis désolé, Yuri, mais je ne peux pas. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. » Et il ouvrit la porte. L'air frais de la nuit s'engouffra, chargé de senteurs de terre et de fleurs. Quam sortit en titubant dans l'obscurité, laissant la porte ouverte. Et derrière lui, dans la maison qui aurait dû être le début de leur vie commune, Zuri restait agenouillée sur le sol, le regardant partir. Un instant, elle resta figée, incapable de croire que c'était réel. Après des décennies à éviter ce moment précis, après tous ces hommes qu'elle avait testés et rejetés pour échapper à cette douleur, elle s'était enfin autorisée à aimer véritablement, et le résultat était le même. Abandon. Rejet. Solitude. Elle baissa les yeux sur ses mains et vit qu'elle commençait à changer. La peau, déjà ridée, s'amincissait, devenant presque translucide, laissant apparaître les veines bleues. Ses doigts tremblaient, non seulement d'émotion, mais aussi d'une faiblesse physique qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. La poussière ne se brisait pas seulement. Elle se désintégrait complètement, emportant avec elle tout le temps qu'elle avait artificiellement emprunté. Zuri se traîna jusqu'au miroir accroché au mur, l'un des nombreux qu'elle conservait dans la maison. À la lueur vacillante des bougies, elle vit son reflet pour la première fois en 65 ans, sans le filtre d'un maquillage magique. Et ce qu'elle vit lui arracha un gémissement sourd et angoissé. Le visage qui la fixait était celui d'une vieille femme bien plus que centenaire. Sa peau était si ridée qu'elle ressemblait à l'écorce d'un arbre millénaire. Ses yeux étaient enfoncés dans des orbites sombres. Ses pommettes, jadis saillantes et magnifiques, n'étaient plus que des os recouverts d'une peau fine. Son cou n'était plus qu'une succession de plis et de rides qui tremblaient à chaque respiration laborieuse. Et tandis qu'elle observait, horrifiée, le processus s'accéléra. D'autres rides apparurent, comme des fissures se propageant sur une poterie ancienne. Des taches de vieillesse jaillirent comme des fleurs sombres sur sa peau. Ses cheveux, toujours tressés en somptueuses naissantes, commencèrent à blanchir à la racine, le processus progressant visiblement mèche après mèche jusqu'à ce que tout le noir profond soit remplacé par un blanc immaculé. « C'est moi », murmura-t-elle à son reflet. « C'est ce que j'ai caché si longtemps. C'est qui je suis sans mensonge. Et c'est si horrible que je ne peux même pas le regarder. » Ses jambes commencèrent à flancher. Elle s'agrippa au rebord de la fenêtre, mais ses bras n'avaient plus la force. Lentement, elle glissa jusqu'au sol, le dos contre le mur. Le vieillissement était implacable. C'était comme si chaque année qu'elle avait perdue, chaque décennie volée, réclamait son dû d'un coup. Des taches brunes apparurent sur ses mains et l'arthrite se dessina sur ses articulations. Ses épaules s'affaissèrent, sa colonne vertébrale ne parvenant plus à la soutenir. Même sa respiration changea, devenant plus superficielle, plus laborieuse, les poumons d'une personne très âgée peinant à inspirer suffisamment d'air. Et à travers tout cela, une seule question résonnait dans son esprit. En valait-il la peine ? 65 ans de beauté volée, 65 ans à tromper les hommes, 65 ans à fuir le temps, pour finir ainsi ? Seul, abandonné, mourant sur le sol, en cette nuit qui aurait dû être la plus belle de sa vie ? Les larmes continuaient de couler, mais c'étaient désormais les larmes d'une vieille femme, lente et épaisse. « Je voulais juste être aimée », murmura-t-elle dans la pièce vide. « Je ne voulais juste pas être seule. » Était-ce trop demandé ? Était-ce trop espéré ? Mais l'univers ne répondit pas. Seulement le silence et le crépitement des bougies. Dehors, elle entendait les bruits lointains du village endormi. Des chiens qui aboyaient au loin. Le vent dans les arbres. Et quelque part là-bas, dans l'obscurité, Quam s'éloignait, emportant avec lui le dernier espoir de bonheur qu'elle s'était autorisée à nourrir. Zuri ferma les yeux, sentant son corps continuer à se détériorer. Ses os la faisaient souffrir d'une douleur profonde et persistante. Son cœur battait la chamade, manquant des battements, accélérant et ralentissant de façon aléatoire.
Elle savait que la fin était proche. La poussière magique, brisée par les larmes et le véritable amour qu'elle s'était enfin autorisée à ressentir, ne maintenait plus sa vie artificielle. Et sans elle, sans la magie qui l'avait maintenue en vie bien au-delà de son espérance de vie naturelle, il ne restait plus rien. Juste une femme très vieille, très fatiguée, très seule, au terme d'un voyage qui aurait dû s'achever il y a des décennies. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sans savoir exactement à qui elle s'adressait. À Quam? Aux autres hommes qu'elle avait utilisés et jetés au fil des ans? À elle-même, cette femme de 35 ans qui avait conclu un marché si terrible dans un moment de douleur? Je suis désolée pour tout. Pour tous les mensonges. Pour tout le temps perdu. Pour avoir bâti toute une vie sur du sable. Mais soudain, quelque chose changea. On entendit des pas dehors. Rapides, pressés, ils revenaient. La porte s'ouvrit brusquement et Quam rentra, le visage pâle et tourmenté. Il était de retour. Zuri tenta de lever la tête pour le regarder, mais elle pouvait à peine bouger. Quam chercha frénétiquement autour de lui jusqu'à ce qu'il la voie par terre, et ce qu'il vit le fit sursauter. En quelques minutes seulement, Zuri avait vieilli de 20 ans. Elle avait à peine l'air humaine, plutôt comme une momie antique déterrée de son tombeau. Sa peau était si fine qu'elle était presque transparente. Ses yeux qui avaient été si beaux autrefois, étaient couverts de cataractes laiteuses. Son corps avait rétréci, voûté, au point qu'elle semblait avoir perdu la moitié de sa taille d'origine. « Mon Dieu !» murmura Quam en s'agenouillant près d'elle. « Mon Dieu, pardonne-moi, qu'ai-je fait ?» Il la souleva délicatement, craignant de lui briser les os, et la serra contre lui. « Zuri, je suis tellement désolée. Tellement désolée de t'avoir quitté. Je n'aurais pas dû, la douleur était trop forte et je n'arrivais plus à réfléchir, mais ça n'a plus d'importance. Je ne te laisserai pas mourir seule. Je ne te laisserai pas comme ça. » La voix de Zuri n'était qu'un murmure lorsqu'elle répondit, « Tu es revenu. » « Bien sûr que je suis revenu, » dit Quam, les larmes aux yeux. « Je marchais dans l'obscurité et je ne pensais qu'à toi, ici, seule, mourant seule après avoir passé ta vie entière à avoir peur de la solitude. Et j'ai compris que quoi que tu aies fait, quels que soient tes mensonges, tu ne mérites pas ça. Personne ne mérite de mourir seul et terrifié. »« Merci, » murmura Zuri. « D'être revenu. De ne pas m'avoir laissé seule jusqu'au bout. » Quam la serra plus fort contre lui, sentant combien elle était devenue légère, fragile. « Parle-moi d'elle, » dit-il doucement. La femme de 35 ans qui a conclu un pacte avec la sorcière. Qui était-elle avant tout ça? Un léger sourire effleura les lèvres gercées de Zuri. Elle était naïve, dit Zuri. Mais elle avait un grand cœur. Elle adorait danser sous les étoiles. Tout le monde disait qu'elle faisait les meilleurs samoussas du village. Elle rêvait d'avoir 6 enfants et une maison emplie de rire. Elle avait l'air bien, dit Quam. Elle l'était, approuva Zuri. Avant que la douleur ne la change. Avant que la peur ne la submerge. Si je pouvais revenir en arrière, si j'avais la chance de tout défaire, je lui dirais de ne pas accepter la poussière de la sorcière. Je lui dirais que la douleur finit par passer, que le cœur guérit, qu'il y a plus important dans la vie que la beauté et le désir. Mais on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Non, acquiesça Quam d'une voix douce. On ne peut pas. Mais peut-être que, dans les quelques minutes qui nous restent, nous pouvons vivre quelque chose de réel. Quelque chose d'authentique. Sans mensonge, sans magie, juste 2 personnes. Zuri le regarda de ses yeux embués et vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir. Ni dégoût, ni horreur. Mais de la compassion. Peut-être même de la compréhension. « Me pardonneras-tu » murmura-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Quam sincèrement. « Peut-être un jour, si nous avions plus de temps. Mais maintenant, à cet instant précis, je suis là. Et tu n'es pas seule. Et cela devra suffire. » Cela suffit, dit Zuri en fermant les yeux. C'est plus que ce que je méritais. C'est plus que ce que j'espérais. Merci, Quam. Merci de m'avoir montré ce qu'était le véritable amour, même si ce fut si bref. Même si j'ai tout gâché. Quam la serra contre lui tandis que sa respiration devenait de plus en plus superficielle. Il la berçait doucement, fredonnant une vieille berceuse que sa mère lui chantait enfant. Et là, dans la maison décorée pour une fête qui n'aurait jamais lieu, les bougies encore allumées et les pétales de fleurs éparpillés sur le lit intact, Zuri rendit son dernier souffle. Son corps se détendit complètement dans les bras de Quam. Le temps s'était enfin arrêté. Il ne restait plus que le corps fragile d'une vieille femme qui avait trop vécu, trop peu aimé et trop menti. Quam la serra longtemps contre lui après son départ, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il pleurait non seulement la perte de la femme qu'il aimait, mais aussi la tragédie de ce qui aurait pu être. Si elle lui avait fait confiance et lui avait dit la vérité.
Si elle avait osé l'honnêteté plutôt que l'illusion. Si elle avait choisi une véritable vulnérabilité plutôt qu'une fausse perfection. Peut-être alors, juste peut-être, aurait-il pu vivre quelque chose d'authentique. Mais elle n'en eut jamais l'occasion. Car la peur l'avait trop longtemps paralysée. La peur d'être rejetée, abandonnée, considérée comme sans valeur. Alors, elle créa précisément ce qu'elle redoutait. Une vie entière bâtie sur des mensonges qui s'effondrèrent inévitablement dès que la vérité éclata. Lorsque le soleil se leva enfin sur Kumasi, teintant le ciel d'orange et d'or, il découvrit Kwam toujours assis par terre, serrant contre lui le corps de sa femme, qu'il avait épousée quelques heures seulement auparavant. Les bougies s'étaient consumées entièrement, ne laissant que des moignons de cire. Les pétales de fleurs sur le lit étaient fanés. Et dans la froide lumière du matin, la réalité de ce qui s'était passé s'imposa à elle. Le village s'éveilla sous le choc de cette nouvelle bouleversante. La belle mariée était morte la nuit de ses noces. Mais personne ne connaissait toute la vérité. Kwam ne parla pas du maquillage magique, des 100 ans, du mensonge élaboré. Il dit simplement qu'il y avait eu un accident, que Zuri avait été grièvement blessée et était décédée malgré ses efforts. Et le village pleura la disparition d'une si jeune et si belle femme, ignorant que cette jeune et belle femme n'avait jamais existé. Kwam enterra Zuri sur la colline surplombant Kumasi, sous un acacia aux fleurs jaunes vifs. Il sculpta une simple pierre tombale en bois, sans indication d'âge, avec seulement son nom et une phrase. Elle voulait juste être aimée. Les mois suivants, Kwam repensa souvent à cette nuit. Au choix de Zuri, à la peur qui l'avait animée, au prix qu'elle avait payé pour son illusion de contrôle. Et il s'interrogea aussi sur lui-même. Aurait-il dû réagir autrement? Aurait-il pu trouver le moyen de lui pardonner, de la comprendre, d'accepter la femme réelle derrière le masque, aussi différente fut-elle de l'image qu'il avait aimée? Il ne sut jamais la réponse. Certaines questions restent sans réponse, ne laissant que des regrets et le poids de ce qui aurait pu être. L'histoire de Zuri ne s'acheva donc pas par le mariage heureux dont elle rêvait, mais par une dure leçon sur le prix de l'illusion. Sur la façon dont la peur du rejet peut nous amener à créer les conditions même de notre propre rejet. Sur le fait que cacher notre vérité, aussi effrayante soit-elle, ne fait que repousser l'inévitable. Car tôt ou tard, tous les masques tombent. Tous les mensonges sont dévoilés. Et quand cela arrive, il ne reste que la vérité nue, crue et souvent douloureuse de ce que nous sommes vraiment. La véritable tragédie de Zuri n'était pas qu'elle ait vieilli. Ce n'était pas qu'elle soit morte. C'était d'avoir gâché des décennies de sa vie à craindre la véritable intimité, sans jamais oser la vulnérabilité, sans jamais se laisser connaître pleinement et authentiquement. Et lorsqu'elle trouva enfin quelqu'un qui aurait pu l'aimer vraiment, il était trop tard. Les fondations de mensonges qu'elle avait bâties s'étaient effondrées, et il ne restait que des ruines et des regrets. Voici donc la leçon à tirer de cette histoire. Tout ce qui brille n'est pas or. La beauté que vous voyez en surface peut dissimuler de douloureux secrets. Et surtout, la personne que vous choisissez de devenir pour être aimée peut finir par empêcher l'amour véritable d'éclore. Zuri a passé 65 ans à être parfaite en apparence, mais vide intérieurement. 65 ans à être adorée pour une illusion, sans jamais être connue pour ce qu'elle était vraiment. Et lorsque le masque est finalement tombé, il était trop tard pour reconstruire quelque chose de solide sur les ruines. Des années plus tard, Kwam continuait de se recueillir sur cette tombe, sous l'acacia. Parfois, elle y apportait des fleurs. Parfois, elle restait assise en silence, le regard perdu dans la ville en contrebas. Il ne se remaria jamais. Certains, au village, disaient que c'était par loyauté envers la mémoire de Zuri. D'autres murmuraient que l'expérience l'avait tellement traumatisé qu'il ne pourrait plus jamais faire confiance à une femme. Mais la vérité était plus complexe que ces explications. Kwam avait appris quelque chose cette nuit terrible. Il avait appris que nous portons tous des masques, que nous cachons tous des parts de nous-mêmes que nous craignons indignes d'amour. Le masque de Zuri était simplement plus littéral, plus théâtral, plus manifestement construit. Mais au fond, elle faisait ce que nous faisons tous, protéger ses faiblesses, tenter de contrôler le regard des autres, de peur que si l'on connaissait toute la vérité, on ne prenne la fuite. Et peut-être, se disait Kwam durant ces nuits solitaires, n'aurait-il pas été si différent. Il était tombé amoureux d'une image, d'un fantasme de perfection. Aurait-il donné une chance à Zuri s'il l'avait rencontrée sans son maquillage magique? Si elle s'était présentée à lui comme une centenaire, franche sur son identité, se serait-il assis pour lui parler? Se serait-il intéressé à ses histoires? Aurait-il perçu la personne au-delà des apparences? Il aimait à le croire. Mais en toute honnêteté, il n'en était pas certain. Et cette incertitude le hantait autant que le souvenir du visage vieilli de Zuri apparut devant lui cette nuit fatidique. Un jour, environ 5 ans après la mort de Zuri, Kwam travaillait dans son atelier lorsqu'une jeune femme entra. Elle était belle d'une beauté ordinaire, non pas la beauté surnaturelle de Zuri, mais tout à fait charmante.
Elle souhaitait commander un coffret en bois sculpté pour y ranger les bijoux de sa mère. Tandis qu'ils discutaient du modèle, Kwam remarqua quelque chose. La femme avait de vieilles cicatrices d'acné sur les joues qu'elle ne cherchait pas à dissimuler avec du maquillage. Ses ongles étaient courts et sans vernis. Une tache de peinture maculait sa robe. Elle ne l'avait visiblement pas remarqué avant de quitter la maison. Elle était imparfaite. Visiblement, sincèrement imparfaite. Et cela avait quelque chose de profondément réconfortant pour Kwam. Ils parlèrent plus longtemps que nécessaire de la boîte. Elle lui parla de sa mère malade, de la façon dont elle s'en occupait seule, ses frères et sœurs étant partis vivre en ville. Kwam lui parla de son travail, de la façon dont le bois lui parlait, lui révélant la forme qu'il aspirait à prendre. Et lorsqu'elle partit, promettant de revenir dans 2 semaines chercher la boîte, Kwam se surprit à sourire comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Peut-être, pensa-t-il, y avait-il encore de la place dans sa vie pour une relation. Non pas ce genre d'amour tumultueux et éclatant qu'il avait cru vivre avec Zuri, mais quelque chose de plus calme, de plus authentique, bâti dès le départ sur des fondations solides. Peut-être. Mais ceci est une autre histoire. L'histoire de Zuri s'achève sur cette colline, sous cet arbre, avec cette simple inscription gravée dans le bois. Elle voulait juste être aimée. Et ce qui rend son histoire si tragique, c'est qu'elle était probablement digne d'amour depuis toujours. Non pas la version idéalisée et superficielle, non pas l'illusion entretenue par la magie noire, mais la vraie femme, celle qui se cachait derrière. La survivante qui avait enduré des décennies de solitude. La femme si profondément blessée à 35 ans qu'elle avait vendu son âme pour ne plus jamais souffrir. La personne complexe, imparfaite et humaine qui existait sous toutes ces couches d'argile et de poussière d'or. Cette femme, la vraie, méritait d'être connue. Elle méritait d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment, avec ses rides et tout. Mais elle ne se l'est jamais accordée. Dans le village de Kumasi, l'histoire de Zuri s'est peu à peu muée en légende. Ceux qui la connaissaient ont commencé à se souvenir d'elle non plus telle qu'elle était vraiment, mais telle qu'ils voulaient s'en souvenir, une belle mariée, morte tragiquement jeune, une femme parfaite emportée trop tôt. La vérité, connue seulement de Kwam et désormais emportée dans la tombe par Zuri, a été enterrée avec elle. Et peut-être est-ce ainsi que cela devait être. Car la leçon de l'histoire de Zuri ne réside pas dans les détails précis de sa magie ou de son mensonge, mais dans le thème universel qui résonne à travers son expérience. Combien de personnes connaissez-vous qui portent leur propre version d'un maquillage magique? Pas au sens propre, peut-être, mais au sens figuré. La personne qui ne publie que des photos parfaites sur les réseaux sociaux, sans jamais montrer ses difficultés. L'homme qui affiche succès et confiance en soi alors qu'il est secrètement ruiné et terrifié. La femme qui prétend aller bien alors qu'elle se désintègre intérieurement. Nous portons tous des masques, d'une manière ou d'une autre, essayant de contrôler l'image que nous renvoyons, craignant que notre vérité ne soit pas à la hauteur. L'histoire de Zuri nous pose une question essentielle. Quelle part de votre vie êtes-vous prêt, à gâcher à entretenir l'illusion? Combien de relations authentiques êtes-vous prêt, à sacrifier sur l'autel de la perfection? Quand oserez-vous enfin vous montrer tel, que vous êtes, dans toute votre glorieuse imperfection humaine? Car voici la vérité que Zuri a apprise trop tard. Les personnes qui ne vous aimeront que lorsque vous serez parfait ne méritent pas votre place dans votre vie. Et celles qui en vaudraient la peine, celles qui pourraient vous aimer malgré vos défauts et vos imperfections, n'auront jamais leur chance si vous restez toujours sur vos gardes. Le véritable amour, celui qui dure, celui qui compte vraiment, ne peut se fonder sur le mensonge et l'illusion. Il a besoin de vérité, même quand elle est dure à entendre. Il a besoin de vulnérabilité, même quand elle fait peur. Il a besoin que vous vous montriez tel, que vous êtes, au sens propre comme au figuré, et que vous ayez confiance que l'autre ne prendra pas la fuite, horrifié. Zuri n'a jamais fait cela. Elle a préféré le contrôle à la connexion, l'illusion à l'intimité, la sécurité des mensonges au risque de la vérité. Et cela lui a tout coûté. 65 années de vie vécues à moitié. Des dizaines de relations qui auraient pu être authentiques si elle l'avait permis. Et finalement, le seul homme qu'elle ait vraiment aimé est sa seule chance d'être heureuse. Ne laissez pas son histoire devenir la vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour être honnête. Ne bâtissez pas votre vie sur des fondations fragiles et ne vous étonnez pas ensuite de son effondrement. Osez vous montrer. Osez être connu. Osez révéler les parts de vous-même dont vous avez honte, celles que vous craignez indignes d'amour. Car c'est seulement ainsi, seulement lorsque nous cessons de nous cacher, que le véritable amour devient possible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, au terme de cette histoire captivante, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Cette histoire vous a-t-elle touché? Vous a-t-elle amené à repenser l'authenticité et les apparences? Votre participation est essentielle à la croissance de la chaîne et nous encourage à vous proposer des histoires toujours plus stimulantes. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant. Nous nous efforçons d'atteindre les 1000 abonnés,
et chacun d'entre eux compte. Cliquez sur le bouton rouge, car nous avons encore plein d'histoires qui vous retourneront le cerveau, pour votre plus grand plaisir. Des histoires uniques, racontées d'une manière qui vous marquera durablement. Restez connectés, car la semaine prochaine, une histoire encore plus incroyable arrive, une histoire qui fera paraître celle-ci bien fade en comparaison. À ne surtout pas manquer. Mais avant de partir, laissez-moi vous conter l'épilogue de cette histoire, le détail qui donne à tout un sens et qui restera gravé dans votre mémoire. Vous souvenez-vous de la vieille femme dans la forêt? La sorcière qui a donné la poudre magique à Zuri? Ce n'était pas une vieille femme comme les autres. Elle avait sa propre histoire, sa propre tragédie. Des décennies avant Zuri, elle aussi avait été une jeune femme trahie par l'amour. Elle aussi avait conclu un pacte, utilisé la poudre, vécu dans le mensonge. Et lorsque son masque est finalement tombé, elle a tout perdu, tout comme Zuri. Mais contrairement à Zuri, elle a survécu. Elle a continué à vivre, très âgée, seule dans la forêt, amère et tourmentée par ses choix. Et pourquoi? Pourquoi a-t-elle continué d'exister après la mort de Zuri? Parce que l'aînée n'a jamais vraiment aimé après avoir commencé à utiliser la poussière. Elle n'a jamais risqué son cœur. Elle a gardé ses distances avec tout le monde, s'est servie des hommes sans se soucier d'eux, n'a jamais enfreint la règle des larmes. Et à cause de cela, la magie n'a jamais complètement disparu. Elle a continué à vivre, mais elle n'était plus vraiment vivante. Elle existait simplement, une coquille vide, maintenue en vie par la magie noire, mais sans joie, sans amour, sans autre but que de recruter d'autres femmes blessées pour le même sort. Zuri était la 27e femme à qui elle avait donné la poussière. Toutes les autres étaient encore là, quelque part, portant leur masque, vivant dans leurs mensonges, piégées dans le même cycle de peur et d'illusion. Et toutes finiraient par connaître le même sort. Car la magie a toujours un prix. Toujours. Et plus on l'utilise longtemps, plus le prix final est élevé. La vieille femme se rendit une fois sur la tombe de Zuri, des mois après sa mort. Debout dans l'obscurité, elle contemplait la simple sculpture sur bois, et quelque chose se produisit qui ne s'était pas produit depuis un siècle. Une larme solitaire coula sur sa joue. Une seule. Mais cela suffit. La poussière commença à se craqueler sur son visage. Elle la toucha du bout des doigts tremblants et sentit sa texture changer. La panique l'envahit. Elle essuya rapidement sa larme, réappliqua la poudre de secours qu'elle portait toujours sur elle et arrêta le processus. Mais le mal était fait. Une petite fissure s'était formée dans la magie. Et pour la première fois depuis un siècle, la vieille femme ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis longtemps, la peur. Non pas la peur d'être découverte ou rejetée, mais la peur que peut-être, juste peut-être, Zuri ait choisi la meilleure voie. Mourir par amour, même pour un instant, valait-il mieux vivre éternellement sans lui? La vieille femme n'en savait rien. Et tandis qu'elle retournait dans la forêt, vers son existence vide et sans fin, elle se demandait combien de femmes elle condamnerait encore avant que son propre masque ne tombe enfin une fois pour toutes. Et voilà toute l'histoire. Une histoire de beauté et de mensonge, de peur et d'amour, du prix que nous payons lorsque nous choisissons l'illusion plutôt que la vérité. Une histoire qui a commencé lorsque Zuri a découvert le corps de Kwam gisant sur le sol le soir de leurs noces, qui est revenu sur les événements qui l'ont mené là, et qui s'achève sur la question à laquelle nous devons tous répondre. Qui êtes-vous vraiment sous le masque que vous montrez au monde? Et êtes-vous prêt à risquer de vous dévoiler? Car au final, c'est la seule question qui compte. Vous pouvez avoir l'apparence la plus parfaite, la vie la plus lisse, l'image la plus soigneusement cultivée. Mais si personne ne connaît votre véritable nature, si vous êtes toujours caché derrière des couches de protection et de faux semblants, vivez-vous vraiment? Ou vous contentez-vous d'exister, comme la vieille femme dans la forêt, animée mais inerte, vue mais jamais connue, désirée mais jamais vraiment aimée? Zuri a fait son choix. Elle a préféré 65 ans de beauté à une vie d'authenticité. Et au final, elle a tout perdu. Mais vous avez encore le choix. Vous avez encore le temps de décider quelle vie vous voulez mener. Une vie vraie, avec toutes ses imperfections et ses vulnérabilités? Ou une vie d'illusion, parfaitement polie en surface mais vide à l'intérieur? Le choix vous appartient. Mais choisissez judicieusement. Car une fois le pacte conclu, une fois le masque enfilé, l'enlever devient de plus en plus difficile. Et plus vous attendez, plus le prix à payer sera élevé lorsque tout s'effondrera. Et tout s'effondrera. Inévitablement. La seule question est de savoir si vous serez seul à ce moment-là, ou si vous aurez tissé des liens suffisamment solides pour vous soutenir lorsque l'illusion se brisera. Voici donc l'histoire. L'histoire de cette femme qui n'a jamais enlevé son maquillage jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur que si les gens nous connaissaient vraiment, ils n'aimeraient pas ce qu'ils verraient. Et les efforts que nous déployons pour cacher ces aspects de nous-mêmes, même lorsque ce camouflage nous coûte tout ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché ou
si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a changé ou ne serait-ce qu'un peu, laissez un commentaire, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous vous proposerons d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui non seulement divertissent, mais qui vous amènent aussi à vous interroger, à réfléchir et peut-être, si nous avons de la chance, à voir le monde différemment une fois terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de faire partie de ce voyage. Et souvenez-vous, retirez le masque tant qu'il est encore temps. Car la vie est trop courte pour la gâcher en étant quelqu'un d'autre que soi-même.